Elle m'a dit, ma thérapeute pense que le problème, c'est toi, et j'ai besoin de prendre mes distances pour voir si tu t'améliores. J'ai répondu calmement, prends tout le temps que tu veux, sans moi. Elle pourrait partager cette révélation à sa prochaine séance. Tout a commencé un mardi soir, fin septembre, lorsque j'ai franchi la porte de notre appartement de Lyon pour trouver ma femme assise dans le salon, une bougie allumée et un carnet ouvert sur ses genoux. La mise en scène délibérée m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il faut qu'on parle, a annoncé Camille, sa voix empreinte de ce mélange particulier d'inquiétude et de gravité fabriquée que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 4 années de mariage. J'ai posé ma sacoche d'ordinateur et me suis assis en face d'elle. Bien sûr, à quoi penses-tu ? Elle s'est positionnée, les mains jointes comme un médecin sur le point de livrer un diagnostic. Ma thérapeute et moi avons fait un travail de fond sur mon anxiété dernièrement. Nous avons identifié certains schémas. La façon dont elle a dit « nous » m'a immédiatement dérangé, comme si sa thérapeute était sa nouvelle partenaire en affaires et que j'étais le sujet de leur analyse conjointe. D'accord, ai-je dit, lui accordant toute mon attention. Quel genre de schéma ? Elle a pris une grande inspiration, s'en tenant clairement à un script qu'elle avait répété. La docteure Charpentier m'a aidé à comprendre que mon anxiété n'est pas seulement liée au stress du travail. Elle concerne la dynamique de notre relation, plus précisément des comportements qui contribuent à mes problèmes de santé mentale. J'ai attendu, observant son visage. Elle avait l'air si certaine, si confiante dans la conclusion à laquelle elle était parvenue. La réalité, a-t-elle continué, c'est que tu as été le principal contributeur à mon stress et à mon anxiété. Ta façon de communiquer, ton indisponibilité émotionnelle, ton style d'attachement évitant, tout cela crée un environnement où je ne peux pas m'épanouir. Je suis resté assis, assimilant ce que je venais d'entendre. 4 ans de mariage et, apparemment, j'étais un danger ambulant pour la santé mentale. Peux-tu être plus précise ? Ai-je demandé, en gardant une voix égale. Qu'est-ce que je fais exactement qui cause cela ? Elle a consulté son carnet. Tu travailles tard constamment, ce que la docteure Charpentier identifie comme de l'évitement de l'intimité et de la connexion émotionnelle. Quand j'essaie de partager mes sentiments, tu invalides mes expériences au lieu de les valider. Tu donnes la priorité à tes amitiés plutôt qu'à notre mariage. Lorsque nous discutons des finances, tu deviens contrôlant et méfiant, et ton besoin de temps seul est en fait du retrait émotionnel et une punition. J'ai écouté sa liste, reconnaissant chaque point. C'était nos interactions de vie normale, reformulées avec un langage clinique. Alors, laisse-moi comprendre, ai-je dit prudemment. Je suis émotionnellement indisponible parce que je travaille. J'invalide quand je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis contrôlant quand je veux discuter de notre budget. C'est exactement ce dont la docteure Charpentier m'avait prévenu, a dit Camille, sa voix prenant une pointe d'agacement. Comportement défensif. Retourner la situation au lieu d'écouter et de reconnaître. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? C'est laquelle a livré ce que je ne peux décrire que comme le chef-d'œuvre de sa présentation. Elle a adouci sa voix, se penchant en avant avec ce qui semblait être une véritable préoccupation. J'ai besoin de prendre mes distances pour évaluer si cette relation est saine pour moi, si tu es quelqu'un avec qui je peux construire un avenir étant donné l'impact de tes schémas sur mon bien-être mental. Elle a fait une pause, ses yeux scrutant mon visage. Et je pense que tu dois montrer un réel engagement envers ta croissance personnelle. Peut-être envisager une thérapie toi-même. Vraiment travailler sur ces schémas. C'était ça, l'ultimatum enrobé de langage thérapeutique. Elle avait besoin de temps pour décider si je valais la peine d'être gardée, et je devais changer fondamentalement qui j'étais pour même être considéré digne de cette décision. De combien de temps as-tu besoin ? Ai-je demandé. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Elle s'attendait probablement à ce que je commence à me défendre, à expliquer pourquoi sa description était fausse, à la supplier de me donner des détails sur la façon de réparer les choses. Je ne suis pas sûr. 1 mois, peut-être 2. Le temps qu'il me faudra pour y voir plus clair. Elle a penché la tête avec sympathie, et pour que tu montres un réel engagement à changer ces comportements problématiques. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais sérieusement son offre généreuse. Donc, tu veux prendre du temps pour évaluer si je vaux la peine d'être gardé dans ta vie. Exactement. Je suis contente que tu comprennes. Et pendant cette période d'évaluation,
je suis censé me transformer en la version de moi que toi et la docteur Charpentier avez décidé qui pourrait être acceptable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, a-t-elle dit en rétropédalant légèrement. Il s'agit de devenir la meilleure version de toi-même. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre rue tranquille. Derrière moi, je l'entendais bouger sur son siège, se demandant probablement pourquoi je ne réagissais pas comme elle s'y attendait. Tu as absolument raison, ai-je dit, sans me retourner. Je pense que tu devrais absolument prendre tout le temps dont tu as besoin pour décider si je vaux la peine d'être gardé. Je me suis tourné pour lui faire face. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle avait l'air incertaine. Tu es d'accord? Complètement, ai-je répondu. En fait, je pense que tu devrais prendre un temps illimité. Vraiment creuser en profondeur, explorer tes options, voir ce qu'il y a d'autre. Elle me fixait. Cela ne se passait clairement pas comme prévu. Je veux qu'on travaille là-dessus ensemble, a-t-elle dit prudemment. Mais j'ai besoin de prendre mes distances pour penser clairement. Absolument. Tu devrais avoir toute la distance dont tu as besoin. Je suis passé devant elle en direction des escaliers. Assure-toi juste de prendre cette distance ailleurs. Le lendemain matin, elle était partie. Elle avait fait une valise et était partie chez sa mère, laissant derrière elle un mot disant qu'elle avait besoin de clarté et espérant que j'utiliserais ce temps de manière productive. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'allais utiliser ce temps de manière très productive en effet, mais pas de la façon qu'elle avait imaginée. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Je me suis réveillé le mercredi matin dans un appartement vide, et au lieu de l'anxiété à laquelle je me serais attendu, j'ai ressenti quelque chose de tout à fait différent, du soulagement. Pas de bilan matinal sur mon état émotionnel. Pas de navigation prudente autour de son humeur. Pas d'analyse pour savoir si mon ton était suffisamment validant. Juste le silence. J'ai fait du café, je suis allé travailler, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu me concentrer sans cette tension constante de bas niveau qui bourdonnait en arrière-plan. À midi, mon collègue Luc s'est arrêté à mon bureau. Eh, mec. Tu veux aller manger quelque chose? Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. J'ai réalisé qu'il avait raison. Je refusais les invitations à déjeuner depuis des mois. Ouais, absolument, ai-je dit. Autour de sandwich au bistrot du coin, Luc m'a regardé avec une réelle inquiétude. Où étais-tu passé? Tu as en quelque sorte disparu. J'y ai pensé. Depuis combien de temps on n'est pas tous allés boire un verre? Genre 6 mois, peut-être plus. On s'est dit que tu étais juste occupé avec la vie de couple ou un truc du genre. 6 mois. J'ai essayé de me souvenir pourquoi j'avais arrêté d'aller à ces déjeuners, à ces sorties après le travail. Puis ça m'est revenu. Chaque fois que j'avais fait des projets, Camille avait soudainement besoin de quelque chose, une urgence au travail, une crise avec sa mère, un sentiment de débordement et un besoin de soutien. Il s'est passé quelque chose? A demandé Luc. Le soir où on est tous sortis au printemps dernier, ta femme avait l'air assez contrariée par quelque chose. Je me souvenais de cette soirée. Nous étions allés dans un bar du Vieux-Lyon. Juste une sortie de groupe décontracté. Camille avait été bien au début, puis avait passé toute la soirée à faire des commentaires subtils sur le temps que je passais à parler à tout le monde. Nous étions rentrés en silence, et elle m'avait fait la tête pendant 3 jours. Ouais, ai-je dit. C'est compliqué. Luc a hoché la tête, sans insister. Eh bien, ça fait plaisir de te voir, mec. Tu nous as manqué. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon avec une bière et j'ai vraiment réfléchi à l'année écoulée. Combien d'amitiés avais-je progressivement laissé s'estomper? Combien de projets avais-je annulés? Combien de fois avais-je choisi de rester à la maison plutôt que de gérer les conséquences d'une sortie? Jeudi et vendredi ont suivi le même schéma. Travail, conversation normale avec les collègues, retour à la maison dans le silence. Aucun message de Camille, ce qui m'a semblé étrange. Elle avait dit qu'elle avait besoin de prendre ses distances pour réfléchir, mais je m'attendais à au moins une forme de communication. Au lieu de cela, rien. Samedi matin, je me tenais dans ma cuisine, buvant mon café et fixant son ordinateur portable sur le comptoir. Elle l'avait laissé ici, ne prenant que son ordinateur de travail. Nous avions toujours partagé nos mots de passe, toujours eu un accès ouvert aux appareils de l'autre.
C'était l'une de ces choses sur lesquelles nous nous étions mis d'accord au début de notre relation, transparence, confiance, pas de secret. L'ironie ne m'a pas échappé. Je me suis assis et je l'ai ouvert, en commençant par son historique de navigation. Une partie de moi se sentait coupable, comme si je violais une limite. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été qualifiée d'émotionnellement indisponible et de contrôlante, avait besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Ce que j'ai trouvé était pour le moins éclairant. Des dizaines d'articles sur la violence psychologique. Signé après signé sur le gaslighting, les partenaires narcissiques, les relations toxiques. Des forums remplis de discussions sur la survie face à des conjoints manipulateurs. Des articles de blog avec des titres comme « Comment reconnaître quand votre partenaire détruit votre santé mentale »,« Pourquoi partir est un acte d'amour-propre » et « Le manuel du narcissique, 15 signes avant-coureurs ». Chaque article était surligné et annoté. Elle avait étudié ce matériel comme si elle se préparait à un examen. Mais la vraie découverte était son dossier de brouillon de mai. Elle avait rédigé des résumés détaillés de nos interactions, apparemment pour les revoir avant les séances de thérapie. Sauf que ces résumés ne ressemblaient presque en rien à la réalité. J'ai ouvert le premier, datant d'environ 3 mois. L'objet était « Préparation séance, schéma de communication ». Selon ces notes, j'étais un maître manipulateur qui utilisait des tactiques d'intimidation subtiles. Le moment où j'avais suggéré que nous créions un budget pour le ménage était devenu « Antoine a initié des tactiques de contrôle financier conçues pour restreindre mon indépendance ». Je me souvenais de cette conversation. Nous étions à cette même table de cuisine. J'avais remarqué que le solde de notre carte de crédit était plus élevé que d'habitude et j'avais suggéré de suivre nos dépenses pendant un mois. Elle avait convenu que c'était une bonne idée. Nous avions même ouvert une feuille de calcul ensemble. Mais dans sa version pour la thérapie, j'exerçais un contrôle financier. J'ai cliqué sur un autre brouillon. Celui-ci était plus récent, datant de 6 semaines. Antoine a critiqué mon entretien ménager, l'utilisant comme un moyen de me faire sentir inadéquate. Aujourd'hui, il a fait des commentaires pointus sur les vêtements sur le sol de la chambre du pinaillage et des critiques conçues pour éroder mon estime de moi. Je me suis penché en arrière, essayant de me souvenir. Puis ça m'est revenu. Je me préparais pour le travail et j'avais trébuché sur une pile de ses vêtements dans le noir. J'avais dit quelque chose comme « Eh, pourrais-tu jeter ça dans le panier à linge ?» J'ai failli me tuer ce matin. Elle avait ri et dit qu'elle le ferait. C'était toute l'interaction. Un autre brouillon d'il y a 2 mois, Antoine m'a infligé le traitement silencieux pendant toute une soirée comme punition pour ne pas avoir répondu à ses besoins émotionnels. Il est resté assis en silence complet, émotionnellement retiré, me faisant sentir anxieuse et non désirée. Cette soirée-là avait été un mardi. J'avais une date limite pour un projet majeur au travail, stressé par une présentation le lendemain. J'étais rentré à la maison, je l'avais embrassé pour dire bonjour, et j'avais passé la soirée à réviser mes documents. Elle avait regardé la télévision, nous avions commandé de la nourriture thaïlandaise. J'avais été silencieux parce que j'étais concentré, pas en guise de punition. Mais dans son récit thérapeutique, mon stress au travail était devenu de la violence psychologique. J'ai continué à lire, brouillon après brouillon, chacun plus élaboré que le précédent. Toute notre relation avait été réemballée, recadrée, transformée en preuve de ma toxicité. Mais la découverte la plus révélatrice fut une série de brouillons de mai à son amie d'université, Anne-Sophie. 5 versions du même email, chacune enregistrée mais jamais envoyée. J'ai vu son histoire évoluer, devenant plus dramatique à chaque fois. Version 1, Salut Anso, les choses avec Antoine sont un peu tendues ces derniers temps. Version 2, les choses avec Antoine sont plus difficiles que je ne le pensais. Les problèmes de communication m'affectent vraiment. Version 3, j'ai commencé une thérapie parce qu'Antoine et moi avons de vrais problèmes. Version 4, ma thérapeute m'aide à voir qu'une grande partie de mon anxiété vient du comportement d'Antoine. Version 5, Anne-Sophie, je dois te dire quelque chose de difficile. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre qu'Antoine a été émotionnellement abusif. 5 brouillons, chacun intensifiant le récit, transformant des frictions relationnelles normales en abus. Et elle n'en avait envoyé aucun, ce qui signifiait qu'elle s'entraînait encore, qu'elle peaufinait encore son histoire. Mon préféré, si l'on peut dire, était son récit de l'incident de la facture d'électricité d'il y a 3 mois. La réalité,
elle avait oublié de configurer le prélèvement automatique lorsque nous avions changé de fournisseur. Après 2 paiements manqués, notre électricité a été coupée un samedi matin. J'ai appelé la compagnie d'électricité, payé le solde du plus des frais de reconnexion, et nous avons eu de nouveau le courant avant midi. Camille avait été mortifiée, s'excusant à plusieurs reprises. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, et nous avons configuré le prélèvement automatique ensemble sur le champ. C'était tout. Un inconvénient mineur, géré et oublié. Mais dans son journal thérapeutique, cela s'était transformé. Quand j'ai fait une erreur honnête avec la facture d'électricité, Antoine a explosé de rage. Il m'a réprimandé pour mon irresponsabilité, m'a fait me sentir sans valeur, et a utilisé l'incident pour justifier la prise en charge de toute la gestion financière. Je me suis senti humilié. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu le schéma pour la première fois. Je fixais l'écran. Il n'y avait pas eu d'explosion. Il n'y avait pas eu de réprimande. Mais dans son esprit, ou du moins dans son récit, j'étais devenu un contrôleur rempli de rage. J'ai passé le reste du samedi à parcourir davantage de ces traces numériques. Des captures d'écran de conversation par message avec des amis où elle me dépeignait comme de plus en plus problématique. Des recherches sur la manière d'aider un partenaire à reconnaître ses comportements toxiques. Des articles sauvegardés sur « Aimer quelqu'un qui ne changera pas » et « Quand s'éloigner d'un narcissique ». Puis j'ai trouvé le tableau Pinterest. Il était privé, intitulé « Nouveau départ ». L'image de couverture était un lever de soleil sur une eau calme, une de ces photos d'archives inspirantes. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'épingles, des plans de studio avec des briques apparentes et de grandes fenêtres, des agencements de meubles pour petits espaces, une organisation de cuisine pour une personne, des citations de motivation sur les nouveaux départs et le fait de se choisir soi-même, de l'inspiration en design d'intérieur pour l'espace d'une femme célibataire. Même quelques épingles sur « S'épanouir après un divorce » et « Reconstruire sa vie après avoir quitté une relation toxique ». Le tableau avait été créé il y a 4 mois, au moment même où elle avait commencé sa thérapie. J'ai ouvert un nouvel onglet et vérifié l'historique de navigation plus attentivement. Des recherches sur se loger pour des appartements d'une chambre à la Croix-Rousse, à Lyon, filtrées par gamme de prix et date d'emménagement. Elle avait sauvegardé 11 annonces. J'ai cliqué sur quelques-unes d'entre elles. Tous des studios ou des appartements d'une chambre, tous dans sa fourchette de salaire si nous ne partagions pas les dépenses. Elle planifiait sa stratégie de sortie depuis des mois, méticuleusement et délibérément. Mais elle voulait partir en héroïne, pas en méchante, la courageuse survivante qui avait tout essayé pour sauver son mariage avant de finalement, à contre-cœur, se choisir elle-même plutôt qu'un homme qui ne pouvait tout simplement pas changer. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé, ayant besoin d'une pause de l'écran. Puis quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre application bancaire. Nous avions toujours partagé nos comptes, toujours eu de la transparence sur les finances. Ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Son compte chèque personnel montrait un débit de 3 000 € dans une boutique de meubles design en août. Nous n'avions jamais discuté de cet achat. Les frais de thérapie étaient là, 1 350 € par mois pendant 4 mois. Puis il y avait des services d'abonnement que je ne reconnaissais pas, totalisant 600 € par mois. Mais la vraie découverte fut une carte de crédit que je n'avais jamais vue auparavant, liée à son profil, un compte qu'elle avait ouvert sans me le dire. Solde actuel, 7 800 €. Je suis resté là, à fixer mon téléphone. Son anxiété n'avait pas commencé à cause de moi. Elle avait commencé parce qu'elle dépensait de l'argent que nous n'avions pas, créant une pression financière qu'elle ne pouvait pas admettre. Dimanche après-midi, mon frère Denis a appelé de Dijon. « Salut », a-t-il dit, sa voix prudente. « Qu'est-ce qui se passe ? » Maman m'a appelé. Elle a dit que Camille lui avait dit que vous traversiez des difficultés. Je me suis redressé. Je n'ai pas parlé à maman. Quand Camille l'a-t-elle appelé ? Jeudi, je crois. Elle a dit que tu luttais avec des problèmes personnels et qu'il te laissait de l'espace pour y travailler. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. C'est sa version. C'est ce que maman a dit. Ce n'est pas ce qui se passe. J'ai mis Denis au courant de la situation réelle. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Mec, a-t-il finalement dit, c'est vraiment tordu. Elle est déjà en train de raconter sa version de l'histoire à ta famille, apparemment. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je suis encore en train de réfléchir. Après avoir raccroché, j'ai réalisé toute l'étendue de ce que Camille avait fait. Elle ne construisait pas seulement un récit pour sa thérapeute. Elle le construisait pour tout le monde, ma famille, sa famille, nos amis. Raconter son histoire en premier, s'établir comme l'épouse inquiète faisant face à un mari difficile. Lundi matin, je suis retourné au travail avec une nouvelle clarté. À midi, Luc et moi avons pris un café au comptoir du quai. Je peux te demander quelque chose? Ai-je dit. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pensé que Camille était contrôlante avec moi? Luc a semblé mal à l'aise. Mec, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit. Je demande juste une perspective. Il a soupiré. Honnêtement? Ouais, on l'a tous un peu remarqué. Mais tu avais l'air heureux, ou du moins tu ne te plaignais pas, alors personne n'a voulu dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Luc s'est agité sur son siège, mal à l'aise mais honnête. D'accord, alors, par exemple, tu te souviens du 14 juillet chez moi? Cette fête sur le toit. J'ai hoché la tête. Ça avait été une super journée, temps parfait, bons amis, barbecue et détente. Tu as reçu quelque chose comme 50 messages en 3 heures, peut-être plus. Chaque fois que ton téléphone vibrait, tu le vérifiais et tout ton langage corporel changeait. Tu passais de détendu à tendu. On l'a tous remarqué, mec. Personne n'a rien dit parce qu'on s'est dit que peut-être quelque chose d'important se passait, mais ensuite quelqu'un a mentionné que c'était probablement Camille et tu l'as en quelque sorte confirmé sans rien dire. Je me suis souvenu qu'elle était chez sa mère ce week-end-là. Elle avait dit qu'elle ne se sentait pas d'attaque pour une fête, mais elle avait envoyé des messages constamment. Tu t'amuses? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qui est là? Quand est-ce que tu rentres? Les questions avaient semblé attentionnées au début, puis de plus en plus suffocantes au fil de la journée. Puis il y a eu la fête de fin d'année en décembre dernier, a poursuivi Luc. Celle de l'entreprise. Tu te souviens? Ouais. C'était censé être réservé aux employés, mais Camille est arrivée environ 1 heure après le début. Elle a dit qu'elle voulait te faire une surprise. Et en gros, elle ne t'a pas quitté d'une semelle le reste de la soirée. Chaque fois que tu commençais à parler à quelqu'un, elle s'insérait dans la conversation ou te touchait le bras ou trouvait une raison pour que vous alliez ailleurs. J'avais oublié ça. Ou peut-être que j'avais choisi de ne pas le voir. À l'époque, je pensais qu'elle était juste affectueuse. Maintenant, je pouvais voir ce que c'était, s'assurer que je ne formais pas de lien qu'elle ne pouvait pas surveiller. Et le dimanche de la finale de la Coupe du Monde, a dit Luc en secouant la tête. Mec, c'était dur. On avait toute la bande chez Michel, non? Tous les gars de notre service. Camille n'arrêtait pas d'appeler et d'envoyer des messages sur le fait que c'était dur d'être seul, qu'elle pensait que les soirées entre mecs étaient un peu excluantes et démodées, que tu choisissais tes amis plutôt que de passer du temps avec elles. À la mi-temps, tu étais si stressé que tu ne pouvais même plus profiter du match. À la fin du match, tout le monde était prêt à partir juste pour dissiper la tension. Ce qui aurait dû être une soirée amusante s'est transformé en un truc bizarre où on avait tous l'impression de t'empêcher de voir ta femme. Il a fait une pause, puis a ajouté, et tu as quitté le club de foot. Tu te souviens de ça? Tu adorais jouer. On a tous trouvé ça bizarre quand tu as juste arrêté de venir, mais tu as dit que tu étais trop occupé avec d'autres choses. J'avais oublié ça. Il y a 2 ans, je jouais au foot en salle tous les mardis soirs. J'adorais ça, la compétition, l'exercice, la camaraderie. Puis une saison, j'ai juste arrêté. Camille avait dit que les mardis soirs étaient difficiles, d'être seule si souvent. Elle avait besoin de moi à la maison. Je ne réalisais pas que c'était si évident, ai-je dit. On était amis, mec. Bien sûr qu'on l'a remarqué. Mais tu ne te plaignais jamais, tu ne demandais jamais d'aide, tu ne suggérais jamais que quelque chose n'allait pas. Alors on s'est dit que c'était juste la dynamique de votre relation et qu'on devait la respecter. J'ai hoché la tête, comprenant. Mes amis avaient remarqué. Ils respectaient juste assez mes choix pour ne pas interférer. Les messages de Camille ont commencé le jeudi suivant, près d'1 semaine et demie après son départ. Le silence avait duré 9 jours. Juste pour être sûr que tu vas bien. As-tu pensé à prendre rendez-vous pour une thérapie? J'ai répondu simplement, j'espère que tu vas bien.
Je prends le temps que tu as demandé. 2 jours plus tard, le silence n'est pas une communication saine, Antoine. 3 jours après ça, je m'attendais à ce que tu essaies au moins. C'est décevant. Mardi de la 2e semaine, ma thérapeute pense que ton manque de réponse est très révélateur. Jeudi, nous devons fixer un moment pour parler des prochaines étapes. J'ai gardé mes réponses brèves et cohérentes. Je te laisse toujours l'espace pour réfléchir. Pas de précipitation. Et plus tard, prends tout le temps dont tu as besoin. Je pouvais sentir sa frustration monter à travers l'écran du téléphone. Elle s'attendait à des messages désespérés, des promesses de changement, peut-être la preuve que je m'étais inscrit en thérapie ou que j'avais acheté les livres de développement personnel qu'elle avait probablement prévu de recommander. Au lieu de cela, elle obtenait un accord calme à sa propre demande. Samedi matin de la 3e semaine, j'étais au comptoir du quai en train de lire quand Camille est entrée. Elle m'a repéré immédiatement et s'est dirigée droit vers ma table. J'y venais la plupart des samedis matins depuis son départ. C'était devenu ma routine. Elle a dû passer en voiture, voir ma voiture, et décider qu'il était temps d'avoir une confrontation. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, s'asseyant sans attendre d'invitation. J'ai fermé mon livre. D'accord. Elle avait des papiers avec elle. J'ai remarqué des articles imprimés et surlignés. Le cadre public était délibéré, j'ai réalisé. Plus difficile pour moi de réagir émotionnellement avec d'autres personnes autour. Je me suis inquiété pour toi, a-t-elle commencé, sa voix portant ce ton concerné. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu n'as pas pris contact. Tu n'as montré aucun intérêt à travailler sur tes problèmes. Ma thérapeute s'inquiète de tes schémas d'évitement. J'ai pris une gorgée de mon café. Qu'est-ce que j'évite spécifiquement? Une vraie conversation sur tes comportements, sur les changements que tu dois faire. Je pensais que tu avais besoin de prendre tes distances pour évaluer la relation. Prendre ces distances ne signifie pas un silence complet, a-t-elle dit, une pointe d'agacement dans la voix. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse différemment? Elle s'est penchée en avant, son expression s'adoucissant en quelque chose qui était probablement censé paraître attentionné. Montre que tu es prêt à changer, à grandir, à te battre pour nous. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. J'ai beaucoup réfléchi, moi aussi. Un soulagement a envahi son visage. Bien. C'est bien. Que as-tu réalisé? J'ai revu les schémas de notre relation, regardé notre histoire, et, elle s'est penchée, s'attendant à une confession et à de la contrition. Parle-moi de l'achat de meubles en août. Celui à 3 000 €. La couleur a quitté son visage. Quoi? Le débit pour cette boutique de meubles design en août. Je suis curieux à ce sujet. Elle s'est rapidement reprise, sa voix s'élevant légèrement. Tu as fouillé dans mes transactions privées. Nos comptes joints auxquels nous avons toujours eu un accès mutuel, ai-je dit calmement. Je pensais que la transparence était importante dans un mariage. C'est exactement le comportement contrôlant dont ma thérapeute m'a prévenu. Elle s'est levée, ramassant ses papiers. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre mes distances. Tu prouves chaque point que la docteure Charpentier a soulevé à ton sujet. Prends toute la distance dont tu as besoin, ai-je dit. Arrête de dire ça. Les gens commençaient à regarder. Elle l'a remarqué, a pris une inspiration, a baissé la voix. Je discuterai de cela avec la docteure Charpentier lundi, a-t-elle dit, comme si c'était une menace. J'ai juste hoché la tête. Elle est partie, et 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un message. Ton comportement aujourd'hui était très préoccupant. Nous en parlerons en thérapie. Je n'ai pas répondu. Mardi soir de la 3e semaine, quelques jours après la rencontre au café, mon téléphone a sonné. C'était la mère de Camille. Antoine, mon cher, a dit Patricia, sa voix dégoulinant d'inquiétude. Camille est très contrariée. Je suis désolé de l'apprendre. Elle dit que tu as agi étrangement, que tu as fouillé dans ses affaires. Elle s'inquiète pour toi. J'ai failli rire. Patricia, est-ce que Camille a mentionné pourquoi elle a demandé à prendre ses distances? Elle a dit que vous traversiez des difficultés, qu'elle obtenait une perspective saine grâce à la thérapie. A-t-elle mentionné qu'elle prévoyait de partir depuis des mois? Une pause.
Je pense que tu comprends mal la situation. A-t-elle mentionné les recherches d'appartements? La carte de crédit dont je ne connaissais pas l'existence? Le tableau Pinterest rempli de studios? Je ne pense pas qu'il soit approprié que tu la surveilles comme ça, a dit Patricia, son ton passant de l'inquiétude à la défensive. Je ne surveille personne. Je suis simplement conscient des décisions financières qui affectent notre vie commune. Le mariage demande des compromis, Antoine. Tu dois être plus compréhensif envers ses besoins. A-t-elle fait des compromis sur quoi que ce soit? Ai-je demandé. Patricia a bafouillé. Eh bien, elle a été très patiente avec tes défauts. Perspective intéressante. Merci d'avoir appelé, Patricia. J'espère que tu seras plus réceptif quand Camille sera prête à reparler. Elle sait où me trouver, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Vendredi soir, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu une clé dans la serrure. Camille est entrée, ne s'attendant clairement pas à me trouver en train de cuisiner des pâtes avec une musique douce en fond sonore. Elle a regardé autour d'elle, observant l'appartement propre, l'espace organisé, le fait que j'avais l'air de très bien me porter. Nous devons discuter de la suite, a-t-elle annoncé. J'ai baissé la musique. Je pensais que tu étais encore en train d'évaluer. 3 semaines, c'est assez de temps pour des observations initiales. Tu as dit 1 mois, peut-être 2. Le temps qu'il faudra. Quelque chose a changé. La frustration a traversé son visage. Je ne peux pas faire ça si tu vas être difficile. Je ne suis pas difficile. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Elle a changé de tactique, sa voix s'adoucissant. Tu me manques. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne l'ai pas retirée, mais je n'ai pas non plus rendu son geste. Tu ne me manques pas? A-t-elle demandé. J'ai beaucoup appris sur moi-même, ai-je dit. Bien. C'est ce que j'espérais. C'est de la croissance. J'ai appris ce que je suis prêt à accepter dans une relation. Sa confiance a vacillé. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. Alors, où est-ce que ça nous mène? A-t-elle demandé. Tu es toujours en train de réfléchir, n'est-ce pas? De prendre ton temps? Oui, mais, alors prends-le. Je ne vais nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai éteint la cuisinière et lui ai accordé toute mon attention. Ça veut dire que tu as demandé du temps pour évaluer si je valais la peine d'être gardé. Je te donne ce temps, et je prends du temps pour faire mes propres évaluations. Tes évaluations? C'est moi qui avais besoin de prendre mes distances. Et tu les obtiens, ai-je dit calmement. Elle m'a fixé, essayant de comprendre ce qui avait changé. Finalement, elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Tu as changé, a-t-elle dit. Et pas en bien. Après son départ, son message est arrivé, tu as changé et pas en bien. Je n'ai pas répondu. Lundi matin de la 4e semaine, j'étais assis dans le bureau d'une avocate au centre-ville de Lyon. Maître Dubois a écouté ma situation avec un détachement professionnel, prenant occasionnellement des notes. À quoi avons-nous affaire ici? A-t-elle demandé quand j'ai eu fini. J'ai fourni des documents, la chronologie que j'avais créée, des captures d'écran du tableau Pinterest, des relevés de cartes de crédit, ces brouillons de mai. Elle a tout examiné attentivement. Vous êtes en bonne position si cela prend la direction que vous pensez. Compte joint, pas d'actifs cachés de votre côté. Sa carte de crédit non déclarée pourrait être un problème dans un règlement, mais rien d'insurmontable. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Mon conseil, documentez tout. Restez calme. Ne vous engagez pas dans le drame. Laissez-la faire les erreurs. Je n'essaie pas d'être vindicatif, ai-je dit. Je sais. Mais la préparation n'est pas de la vengeance. C'est de l'intelligence. 2 jours plus tard, mercredi après-midi, un email de Camille est arrivé. La docteure Hélène Charpentier était en copie. Objet, demande de séance conjointe. L'email était professionnel, soigneusement formulé. La docteure Charpentier suggérait une thérapie de couple pour faciliter une communication saine et surmonter l'impasse actuelle. C'était présenté comme une demande raisonnable, mais l'implication était claire, mon refus de m'engager était le problème. J'ai cliqué sur « Répondre à tous ».
Merci pour la suggestion, docteur Charpentier. Camille, je suis heureux de discuter de notre situation, mais je ne vois pas clairement ce que tu espères accomplir. Tu as demandé à prendre tes distances pour évaluer si notre relation est saine pour toi. J'ai respecté cette demande. Si tu es parvenu à une conclusion, je suis disponible pour discuter des prochaines étapes. Si tu as besoin de plus de temps, c'est bien aussi. La réponse de la docteure Charpentier est arrivée dans l'heure, brève et professionnelle, je vous laisse discuter en privé. Elle s'est retirée de la conversation. La réponse de Camille est arrivée 1 heure plus tard. Longue, émotive, m'accusant de jouer un rôle pour une thérapeute, d'être tellement concentrée sur le fait d'avoir raison, que je ne voyais pas comment je nous sabotais. J'ai répondu une fois de plus, je suis prêt à discuter de notre avenir quand tu seras prête, mais je ne suis pas intéressé par le fait de passer une audition pour un rôle dans ton récit. Prends ton temps. Dimanche matin, 5e semaine. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu la clé de Camille dans la serrure. Elle est entrée avec une valise, l'air confiante et rafraîchie. Je suis prête à rentrer à la maison et à travailler sur ça, a-t-elle annoncé. Je me suis tourné pour lui faire face. Parlons. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai sorti 2 tasses et versé le café. Le côté domestique de la scène semblait la réconforter. Elle pensait qu'elle était sur le point de gagner. J'ai passé 5 semaines à réfléchir à notre relation, a-t-elle dit, en sortant un document imprimé. Ma thérapeute et moi avons créé un cadre pour avancer. Ce sont les changements que nous devons mettre en œuvre. Je l'ai laissé présenter. Des bilans hebdomadaires sur l'état émotionnel. Ma participation à une thérapie individuelle avec un thérapeute que la docteure Charpentier recommanderait. Des séances de conseil de couple mensuelles. Des mesures de responsabilisation pour mes schémas évitants. Des limites sur les réseaux sociaux. La transparence financière de mes comptes. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé avec attente. Alors, es-tu prêt à t'engager là-dedans? C'est intéressant, ai-je dit. Quoi? Tu as passé 5 semaines à créer un cadre sur la façon dont je dois changer. Sur la façon dont nous devons mieux communiquer, a-t-elle corrigé. Non, c'est une liste de façons dont je dois me prouver à toi. Je me suis penché en arrière. Pas une seule fois, il n'est mentionné quelque chose sur lequel tu pourrais avoir besoin de travailler. Ce n'est pas, j'ai tout trouvé, ai-je dit calmement. Les recherches d'appartements, la carte de crédit, les dépenses cachées. Tes brouillons de mai à la docteure Charpentier où tu t'entraînais à différentes versions de nos conflits, les rendant plus dramatiques à chaque fois. Les messages où tu disais à Anne-Sophie que tu étais en train de monter un dossier contre moi. Le tableau Pinterest intitulé Un nouveau départ. Tout. Elle est passée rapidement par plusieurs réactions. Le déni d'abord, tu interprètes mal ces choses. Puis la colère, tu as violé ma vie privée. Puis la victimisation, c'est exactement pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Puis le gaslighting, tu te souviens mal des choses. Finalement, la négociation, d'accord, j'aurais dû être plus ouverte sur certaines choses. Mais je suis resté calme pendant tout ce temps. Pendant 4 mois, tu as réécrit notre relation. Chaque désaccord normal est devenu la preuve de ma toxicité. Chaque limite que j'essayais de fixer est devenue la preuve de mes problèmes de contrôle. Mes sentiments sont légitimes, a-t-elle dit. Les sentiments sont légitimes, mais ce ne sont pas des faits. Et tu as présenté tes sentiments comme des faits à une professionnelle qui est censée t'aider à traiter la réalité, pas à valider tes fantasmes. Ta thérapeute a confirmé ce que tu lui as dit. Lui as-tu parlé de la carte de crédit cachée? Lui as-tu dit que tu prévoyais de partir depuis des mois? Lui as-tu dit que chaque fois que j'avais des projets avec des amis, tu avais une urgence? Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant. Celles-ci étaient différentes. Des larmes de frustration, des larmes de colère. Je pensais que tu te battrais pour moi, a-t-elle murmuré. En te suppliant de rester? En changeant tout ce qui me concerne? En montrant que tu tiens à moi. Je tiens à toi. C'est pourquoi je ne continue plus comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Cette femme que j'avais épousée il y a 4 ans, que j'avais aimée, avec qui j'avais construit une vie.
Et j'ai réalisé que la personne que j'avais épousée avait été remplacée par quelqu'un qui avait besoin que je sois le méchant de son histoire. Tu as demandé du temps pour évaluer si je valais la peine d'être gardé, ai-je dit doucement. Eh bien, j'ai utilisé ce temps, moi aussi. Et j'ai décidé que je ne veux pas être marié à quelqu'un qui a besoin que je sois le problème. Quelqu'un qui ne peut pas assumer la responsabilité de son propre bonheur. Quelqu'un qui réécrit l'histoire pour éviter de rendre des comptes. On peut réparer ça, a-t-elle dit désespérément. J'arrêterai d'aller voir cette thérapeute. Je supprimerai le tableau Pinterest. J'annulerai les visites d'appartements. Tu passes à côté de l'essentiel. Quel essentiel? Tu ne veux rien réparer. Tu veux que j'accepte que tout était de ma faute. Elle s'est levée, faisant les 100 pas. Tu recommences, à te poser en victime. Non, ai-je dit en me levant. Je fais un choix. J'ai contacté une avocate. J'avais rencontré Maître Dubois quelques semaines auparavant, et elle m'avait aidé à comprendre exactement où j'en étais. Je me suis préparé à cela. Le choc sur son visage était authentique. Tu divorces de moi. Tu prévois de partir depuis des mois. Je ne fais que rendre les choses officielles. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu n'aurais pas dû mettre notre mariage en procès. J'essayais de nous sauver. Non, tu essayais de contrôler le récit pour que, lorsque tu partirais, tu sois l'héroïne. Elle a attrapé sa valise, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. À la porte, elle s'est retournée. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit, mais je regretterai davantage de rester. La porte s'est refermée derrière elle et l'appartement est tombé dans le silence. Quelques semaines plus tard, le divorce était en cours. Nous nous étions mis d'accord sur les termes assez rapidement, elle savait que j'avais des preuves qui compliqueraient les choses si nous allions au tribunal. Elle a emménagé dans un studio à la Croix-Rousse. J'ai gardé l'appartement. J'ai renoué avec Luc et notre groupe d'amis. J'ai recommencé à jouer au foot en salle, quelque chose que j'avais abandonné il y a 2 ans. J'avais des dîners mensuels avec Denis quand il montait de Dijon, et nous nous parlions au téléphone chaque semaine. Ma relation avec ma famille s'était normalisée. Ils avaient vu clair dans son récit une fois que je leur avais présenté les faits. Mes performances au travail se sont améliorées. Mon patron a mentionné une possibilité de promotion. Je me sentais plus léger, plus clair, plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. C'était un dimanche matin de mi-novembre. J'étais assis sur mon balcon avec un café, regardant les dernières feuilles tomber le long du Rhône. L'automne à Lyon, ce dernier moment avant que l'hiver ne s'installe vraiment. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. J'ai parlé de tout à ma nouvelle thérapeute. Elle pense que tu étais émotionnellement abusif. Je l'ai lu, j'ai souri, je l'ai supprimé et je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé. Celui-ci de Luc. Foot ce soir? Absolument, ai-je tapé en réponse. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le fleuve, les dernières feuilles mortes, le ciel bleu clair de novembre. Pour la première